avant de recevoir le maréchal de la région de Varmy-Mazurie. Et je ne doute pas que cet après-midi, nous allons rattraper le retard, mais pour autant qu'il y ait les échanges et que nous puissions délibérer. Alors, Monsieur Cadec, on va essayer de remplir les bancs. Oui, non, mais partout, sur tous les bancs, il n'y a pas de problème. Ouais. Pour qu'on puisse commencer, et puis pour nos autres, ce serait bien que nous soyons en situation, quoi. Isabelle, Nicolas, on va reprendre la fin de votre propos pour faire le lien, puisque nous étions dans les explications de vote sur le compte administratif. Je crois que vous arriviez à la fin de votre discours. Attendez que je le retrouve. Le groupe de l'opposition, par l'intermédiaire de Michel Vaspart, s'était exprimé sur le compte administratif. Non, non. Bien, on vous écoute. Bien, je reprends. Merci, Président. J'étais arrivée à la fin. Je voulais féliciter, ou en tout cas, Christian Coy et la Direction des Finances, puisque dans un classement qui est effectué par des comptes publics, alors c'est vrai que c'était sur 2011, je suis d'accord, je le dis tout de suite pour pas qu'on vienne me dire après, mais en tout cas, nous étions classés comme plutôt dans les bons élèves sur l'ensemble des départements, avec des critères qui étaient sur la dette, la solvabilité, l'investissement, les charges de fonctionnement et d'impôts. Et nous étions dans le peloton de tête. Et je crois que c'est important de le dire et de le rappeler. Et c'est vrai qu'au moment où on démarre peut-être le Tour de France, moi je voulais dire qu'il nous reste du chemin à faire, peut-être des cols à franchir, mais qu'en tout cas, on est vraiment dans le peloton de tête. Et vraiment merci au vice-président Kouaï. Alors, Monsieur le Président, donc dans quelques instants, vous allez nous demander de procéder, de voter, vous allez procéder au vote du compte administratif et vraiment, vous pourrez compter sur le soutien des conseillers généraux du groupe de la Gauche Unie. Nous vous renouvellerons notre confiance dans les choix budgétaires effectués, dans les politiques qui sont conduites, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure et je vous le redis, dans le travail que vous menez aujourd'hui au niveau national. Je crois que c'est aussi cette reconnaissance-là que nous aurons tout à l'heure au moment du vote du compte administratif. Merci à vous. J'aurais, je le dis à chacune et chacun d'entre vous et à vous, Madame la Présidente, et au Président Cadec, l'opportunité, par rapport à l'actualité et au contexte d'aujourd'hui, de donner un certain nombre d'explications dans le débat. Je pense que je vous dois, à vous, membres de l'Assemblée départementale, de vous préciser où nous en sommes, l'Assemblée des départements de France, puisque ça a été exprimé par Michel Vaspart, sur la négociation qui est en cours concernant le financement des allocations individuelles de solidarité. Donc on le fera durant la session. J'aurai aussi un mot avec Vincent Lemot, puisqu'on parlera tout à l'heure cet après-midi du service public. On reviendra sur l'expression des personnels que nous avons vécu tout au long de cette matinée perturbant l'organisation de notre session. C'est vrai que ce n'est pas fréquent. Moi, je ne l'avais pas connu depuis que je suis conseiller général, en 1992, mais il y a certainement des explications à trouver ici et très sûrement au niveau national, voire au niveau européen. Donc voilà pour le déroulement de nos travaux. Et je voudrais donner la parole à Christian Coy, qui va répondre aux interventions des deux présidents de groupe au nom du débat sur le compte administratif, n'est-ce pas, Christian, et après, on passera au vote du compte administratif, mais aussi également la délibération qui concerne la gestion de la dette. Monsieur Coy. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Michel Vaspart il y a un bout de temps maintenant, s'exprimant au nom du groupe de l'opposition en ce qui concerne le compte administratif.
Et si je devais synthétiser ce qui a été dit par le représentant du groupe de l'opposition, je dirais que donc il nous est reproché en gros de ne pas investir davantage, sachant que l'on a des ressources stables et que à côté de ça, nous devons faire face à des dépenses obligatoires qui sont en croissance de 3 à 4% par an et qui représentent plus de la moitié du budget de fonctionnement, sans pour autant accroître l'endettement. Eh bien, Monsieur Vaspart, moi je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a des propositions à formuler et je suis tout à fait, comment dirais-je, preneur des solutions qui permettraient de résoudre cette équation qui, moi, me semble impossible. Parce que de deux choses l'une, où on accroît l'endettement, ce qui permet de développer l'investissement tout en conservant des dépenses de fonctionnement qui sont stables. Je le dis et je le répète, nos dépenses de fonctionnement n'ont pas augmenté depuis 3 ans. Alors à l'intérieur des dépenses, il y a les dépenses à caractère obligatoire qui sont les dépenses sociales et qui représentent effectivement ce que vous avez dit, 13 à 14 millions d'augmentation d'une année sur l'autre. Donc pour nous, je considère que l'enjeu, et le Président vient d'en parler à l'instant, c'est de trouver de nouvelles sources de financement pour répondre aux besoins des costa-armoricains. Je ne vois pas d'autres solutions pour ce faire, sachant que vous avez parlé aussi de l'augmentation d'impôts, mais l'augmentation d'impôts dans le panier de nos ressources, eh bien, c'est quelque chose quand même de relativement marginal, puisque un point de fiscalité représente 970 000 €. Donc on a à faire face à un budget de fonctionnement de 486 millions. Vous voyez bien qu'un point de moins ou de plus en termes d'impôts, ça ne permettra pas de faire face à toutes ces obligations. Donc voilà ce que je voulais dire. Encore rajouter un ou deux éléments quand même par rapport à la situation dégradée des finances du Conseil général auquel vous avez fait allusion. Moi, je serai assez factuel sur le sujet en prenant notamment deux indicateurs. L'encours de la dette. Je vous ai dit que notre encours de dette était de 275 millions d'euros. Ça nous situe au 55e rang au niveau national et à une dette donc au CA 2011, puisque c'est les derniers chiffres que l'on a disponibles, de 463 € par habitant, quand la moyenne nationale est à 480 € par habitant. Et le dernier chiffre que je voudrais prendre, c'est le ratio de solvabilité, la dégradation du ratio de solvabilité. Donc sur le chiffre connu du CA 2011 également, nous en étions au niveau des Côtes-d'Armor à 3,4 années de désendettement, quand la moyenne nationale était à 3,9. Donc c'est vrai qu'en 2012, ça s'est dégradé, mais globalement, nous sommes dans la moyenne nationale. Donc la situation, nous sommes vigilants sur ces points-là. Donc le contexte étant ce qu'il est, nous avons aujourd'hui effectivement à trouver de nouvelles ressources pour pouvoir continuer à financer comme il se doit les costa-armoricains dans le besoin. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Très bien, merci. Monsieur le Vice-président en charge des finances de notre département. Un mot sur la négociation qui est en cours. Vous le savez, le 22 octobre, à l'Élysée, sous la présidence du Président de la République, en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, une délégation de 22 membres de l'Assemblée des départements de France, toutes sensibilités confondues, a été reçue. Un protocole en 10 points a été signé avec le Premier ministre et votre serviteur. Le premier point concernait assurer des financements pérennes et durables des 3 allocations universelles et individuelles de solidarité dans la loi de finances 2014. Le groupe dit de Matignon, sous l'autorité du Premier ministre, accompagné de 8 membres du gouvernement, avec 10 représentants de l'ADF, toutes sensibilités confondues, nous nous sommes réunis le 28 janvier à Matignon pour lancer officiellement la négociation. De nombreuses réunions de travail à travers les groupes techniques, la mission d'appui technique, le groupe des experts, tout cela étant confié à Vincent Lénat, auditeur à la Cour des comptes,
qui présidait l'ensemble des groupes techniques composés des grandes directions de l'État, Bercy, les affaires sociales, le ministère de l'Intérieur, et c'était ce qui faisait représentation pour l'État. Et de notre côté, les départements et l'ADF avec leurs propres services. Il y a eu, il y a quelques semaines, une réunion de rapport d'étape en séance plénière du groupe avec 9 ministres dirigés par Maryse Lebranchu, les mêmes, et les membres de l'ADF, et nous avons eu le compte-rendu des travaux techniques et financiers, accord unanime sur le déficit de compensation chiffré à 4,6 milliards à 5,4 milliards entre ce que nous mobilisons et ce que nous avons comme compensation de l'État. Accord unanime sur la perspective d'évolution. Il faut savoir que pour l'année 2013, nous serons à plus de 6 milliards de déficit de compensation. Et en 2016, si rien n'est fait, nous serons à plus de 8,6 milliards. Aujourd'hui, parmi les 3 allocations, l'APA à domicile relativement maîtrisée, la PCH continue à avoir une forte croissance, et c'est le RSA qui connaît la plus forte augmentation qui est en lien avec la situation économique et sociale, le chômage. Il ne faut pas en être surpris, en sachant que le RSA activité, chapeau, diminue énormément, puisque moins de boulot, c'est ceux qui sont les premiers touchés, et des hommes et des femmes qui avaient le RSA chapeau relevant d'un financement de l'État basculent dans le RSA socle, donc sur les deniers du département, avec une croissance, là, estimée à plus de 8% depuis le début de cette année. Aujourd'hui, nous sommes dans une négociation. J'ai vu le président de la République, j'ai vu le Premier ministre, j'ai rencontré les ministres des collectivités, Escoffier Lebranchu, ainsi que Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. Nous faisons une proposition, et j'attire votre attention, c'est extrêmement important, en 5 points. Nous voulons une compensation financière des allocations sur le budget de l'État à une hauteur significative, soit de la fiscalité accordée au département, soit des dotations d'État, du budget. Ensuite, nous disons qu'il faut revoir la clarification des financements entre ce qui relève de la santé, le budget de la santé et de la sécurité, et ce qui relève du médico-social. Et vous m'avez souvent entendu donner cette explication, quand une personne âgée a un diagnostic d'Alzheimer, c'est la sécurité sociale qui la prend en charge. Quand une autre personne présente les mêmes symptômes qu'on appelle de la sénilité, qui n'est pas caractérisée pathologiquement, ça relève du médico-social, donc du département. Donc un exercice effectivement difficile. Et la CNSA, qui est chargée de financer l'APA, la PCH et le RSA, avec le jour férié, 2,4 milliards plus 0,1 point de CSG, on est à 3 milliards 400 millions, 3 milliards 5. Il faut savoir que le budget de la Sécu nous prend 56%, alors que les 100% de cette recette avaient été votés originellement pour financer les départements au titre des allocations. Donc, voilà cet exercice auquel nous sommes. Donc, nous, on voudrait clarifier. Dire, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le jour férié soit payé par toutes les catégories sociales? Ça représenterait une recette de 800 millions supplémentaires, puisque aujourd'hui, seuls les salariés payent et acquittent la journée fériée. Il y a aussi le fait que les retraités les plus fortunés sont exonérés d'un certain nombre de charges, telles que la CSG ou autres. Et ça remettrait dans les caisses à peu près 300 millions d'euros. Troisième élément, ça porte sur les économies de dépenses publiques des allocations du RSA. Et j'ai proposé, mes chers collègues, c'est un vrai débat. Le gouvernement ne veut pas revenir sur le recours succession d'une allocation universelle. Moi, j'ai proposé dans le débat que l'attribution de l'APA
soit sous condition de ressources des demandeurs. Et que ceux qui ont des revenus importants, parce que c'est une allocation universelle, ils y ont droit même à un financement modique, mais qu'au moins, je veux dire, les plus fortunés, eh bien, n'aient pas accès à l'APA, ayant des moyens pour trouver des solutions. Et on est dans une économie qui serait pour les départements entre 300 et 500 millions d'euros. Donc, ce n'est pas neutre. Quatrième point, la péréquation entre les départements riches et les départements pauvres, où là, nous avons réussi à élaborer un nouveau potentiel financier et fiscal qui a été voté à l'unanimité par l'Assemblée des départements de France, sauf l'un des plus gros contributeurs, le représentant de la ville de Paris. Et tenez-vous bien, le classement nouveau, et ça j'attire votre attention, c'est très important pour vous, membres de cette Assemblée départementale. Alors que nous sommes classés 71e département le plus riche de France avant le Morbihan, dans le nouveau classement, nous serions à la 98e place par rapport à nos ressources. On a pris les ressources, pas les critères de charge, les ressources. Nous serions classés 98e. Et quand on applique le nouveau potentiel fiscal et financier sur un fonds à partir de 400 millions d'euros, c'est 17 millions qui, au titre de la solidarité nationale, reviendraient dans le budget du département. Ce n'est pas neutre, toute cette négociation qui est conduite aujourd'hui. Et puis, la possibilité, pourquoi pas, de donner plus de souplesse et de liberté pour certaines fiscalités. Dans le débat, par exemple, est proposé, faut-il déplafonner les DMTO, bien qu'ils ne procurent plus de recettes, on le sait bien, puisqu'il y aura à la fin de l'année entre 1,2 milliard à 1,4 milliard de moins de recettes de DMTO. On le voit ici dans notre département, et ce qui se passe ici se passe dans d'autres départements de France. Et l'une des mesures qui est proposée aujourd'hui, c'est le gouvernement, et ça a l'air d'être en bonne voie, qui prendrait l'engagement de compenser les recettes de DMTO à la place des départements à hauteur de 8,2 milliards. Donc déjà 1,2 milliard à 1,4 milliard de compensation viendraient abonder les départements. C'est pas rien. On n'est pas effectivement à l'équilibre avec les 5,4 milliards, mais les 5,4 milliards, on demande le remboursement intégral. Donc on sait que compte tenu du contexte financier, vous l'avez exprimé, je veux dire, si il y a retournement de situation, et nous l'espérons et nous travaillons pour, par une croissance qui repart, des rentrées fiscales qui rentrent dans les caisses de l'État, à ce moment-là, le gouvernement est disposé, compte tenu de cette nouvelle donne financière, c'est plus facile de faire des réformes de financement des solidarités quand on est dans une croissance, alors que quand on est dans une forme d'austérité, voire de récession, sur notamment les recettes, vous le savez bien, les uns et les autres. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. La partie n'est pas finie. Le prochain rendez-vous avec le Premier ministre est le 16 juillet. La date est arrêtée. Vraisemblablement une réunion à l'Élysée avec le Président de la République pour conclure cette négociation, mais elle ne peut être conclue que si déjà les deux parties concernées estiment, à juste titre, que le compte est bon. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là où nous voulons arriver du côté de l'Assemblée des départements de France. Alors dire que nous ne sommes pas mobilisés, je peux vous dire, et vous savez bien les uns et les autres, ça représente un engagement de pratiquement tous les jours, et ça c'est ma fonction avec mes pairs, à nous de l'assumer, et vous nous jugerez au résultat. Jugeons-nous au résultat, et on pourra apprécier lorsque nous aurons achevé cette négociation. Voilà ce que je voulais mettre dans le débat sur la partie financière, mais on aura l'opportunité d'y revenir au cours de ces quelques heures que nous allons passer ensemble. Monsieur Lemot, je ne peux pas présenter le compte administratif, ce n'est pas de ma responsabilité. Théoriquement, je devrais sortir, donc je vais le faire. Et je vais vous laisser... Bien. Alors, je vous soumets donc le compte. La délibération, elle va apparaître sans doute, mais je vais, voilà, sur le compte administratif. Donc vous avez les éléments de la délibération devant vous, et je vais vous soumettre tout simplement le compte administratif de la collectivité, donc à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre?
donc le groupe de l'opposition et M. Huette. Donc le compte administratif est voté à la majorité de ses membres. Voilà. Il ne doit pas être trop loin, le président. Voilà. Très bien. Merci, monsieur le président de la commission des finances et du service public départemental. Il y a une deuxième délibération. Ça concerne la gestion de la dette. Donc, la délibération, est-ce qu'elle est affichée? Oui, c'est ça, c'est cette délibération, vous l'avez. Bien, est-ce que cette délibération appelle des commentaires et des observations de votre part? Il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'observation, nous considérons que cette délibération est votée. Unanimité, elle est adoptée. Merci. Bien, je vais demander à notre hôte, monsieur le maréchal de la région de Varmy-Mazurie, Jacek Protas, de venir à mes côtés, ici même, pour s'exprimer dans quelques instants. Szanowny. Je vais dire un petit bout d'abord. Ok. After. Okay. Yes, okay. Bien, mes chers collègues, Drodzy koledzy, monsieur le maréchal de la région de Warmii-Mazurie, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, monsieur le ministre, pani marszałek, monsieur le député européen, monsieur Cadec, ici présent, l'ensemble des membres de notre Assemblée, l'administration de notre département, le président de l'association de Warmii-Mazurie que je salue aujourd'hui, qui est ici présent, marszałek mesdames et messieurs. warmińsko-mazurskiego. D'abord, monsieur le maréchal, mesdames et messieurs les membres de la délégation de Warmii-Mazurie, je voudrais vous dire tout le plaisir que nous avons à vous accueillir ici même, au sein de notre hémicycle, dans le plus beau département français. Vous le connaissez, vous l'avez arpenté à plusieurs reprises lors de vos visites, certes un peu courtes compte tenu de vos responsabilités au niveau de votre région, mais aussi les responsabilités qui sont les vôtres au niveau national. Je sais que vous êtes un très proche du Premier ministre de Pologne et que vous travaillez très activement au redressement de votre pays, au développement économique, parce qu'aujourd'hui la Pologne est un pays qui est en plein développement sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi développement sur le plan de la démocratie par l'organisation de votre territoire autour des communes, mais aussi des powiats, mais aussi des régions. Et ça fait de la Pologne aujourd'hui, forte de 40 millions d'habitants, une grande nation parmi les 27 pays de l'Union européenne. J'ai envie de dire que de chemin parcouru depuis un quart de siècle. Et les révolutions que vous avez vécues dans les années 90, le soutien du Conseil général des Côtes-d'Armor, sous la responsabilité de Charles Jocelyn, mon prédécesseur, constant à l'endroit de ce mouvement qui partait du peuple polonais, qui voulait retrouver liberté, responsabilité, démocratie, et tous ces efforts aujourd'hui sont récompensés par cette place extrêmement importante sur le plan géographique concernant l'Europe, mais aussi sur le plan de la géographie politique, car la voix de la Pologne compte au niveau des grandes nations de l'Union européenne, et vous savez bien. Pour autant, monsieur le maréchal, comme vous-même et comme nous-mêmes, nous vivons des moments difficiles.
Nous vivons une crise comme l'Europe n'en a jamais connue incontestablement depuis la Seconde Guerre mondiale. Crise économique, crise sociale, crise financière, des entreprises ferment, d'autres se créent. On le voit bien avec les économies du passé, dont il faut assumer la transition, la mutation. Et nous, les élus, dans nos territoires, nous vivons tout cela au quotidien. Ce matin même, dans notre collectivité, vous avez entendu ces bruits venant d'une partie des fonctionnaires du département des Côtes-d'Armor qui disaient leur mal-être, leur attente et la nécessité, bien entendu, d'avoir un véritable dialogue social dans une démocratie apaisée. Alors, l'Europe, dans cette crise aussi de la politique, de cette capacité que nous aurions, nous, peuple de l'Union européenne, à régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés, d'avoir confiance en nous-mêmes, au-delà de nos histoires, de nos diversités, de nos sensibilités politiques, de pouvoir effectivement apporter des solutions de croissance, de développement durable, d'emploi, de pouvoir d'achat, en un mot, une vie décente pour l'ensemble des habitants de l'espace de l'Union européenne. Les institutions européennes fonctionnent, le Conseil de l'Europe, qui d'ailleurs se réunit bientôt, dans quelques heures, mais aussi la Commission, le Parlement européen, très actif, maintenant dans la codécision. C'est une véritable révolution politique qui se vit au niveau de l'Europe, mais on perçoit aussi que nos compatriotes ne perçoivent pas toujours dans leur vie du quotidien la présence de l'Europe, l'appartenance à cet grand espace civilisationnel qui a été, chacun le reconnaît aujourd'hui, la plus grande aventure de ces 60 dernières années à l'échelle de notre territoire. Et aujourd'hui, il faut effectivement que l'enjeu soit que cette notion d'appartenance des hommes et des femmes, qu'ils soient français, polonais, allemands, espagnols, italiens, ils s'identifient à cet espace. Beaucoup sont réservés. On sait que la confiance dans l'Union européenne s'amenuise à travers les baromètres qui s'expriment constamment. Et je sais que les politiques, mais au-delà de nos responsabilités, nous sommes attentifs, vigilants, et nous mesurons bien qu'il y a une forte attente en Europe comme ailleurs pour que, effectivement, eh bien, chacun puisse trouver un logement, un emploi, une formation, créer une famille, s'engager, vivre dans la démocratie, et c'est à nous d'apporter ces solutions dans nos territoires, mais aussi au niveau européen. L'Europe, si elle a été initiée par les pères, les femmes et les hommes qui ont été à cette époque-là ceux qui se sont tendus la main après ces combats qui ont ensanglanté toute la partie occidentale européenne, eh bien, il pourrait être satisfait de ce qui a été accompli, mais à nous d'être dans cette filiation. Et s'il y a une Europe qu'il faut construire aujourd'hui, convenons qu'au niveau des États, beaucoup de progrès ont été réalisés, mais que l'Europe des citoyens est encore à faire. Et elle peut se faire, eh bien, de plus en plus, non pas en opposant les collectivités aux États, mais en passant par nos collectivités, par des relations de coopération. Varmy-Mazurie, Conseil général des Côtes-d'Armor, département, et plein d'autres coopérations que nous avons. Parce que sur le plan des échanges de savoir-faire, des échanges sur le plan économique, petit à petit, qui s'amorcent, mais aussi sur les relations dans la vie culturelle, éducative, tout ce que l'on peut faire ensemble, c'est tisser des passerelles à des milliers de kilomètres et à montrer que les problèmes sont identiques, les solutions peuvent être les mêmes, mais le souci est largement partagé de construire cette Union européenne. C'est pour cela que, vous le savez, depuis plus de 20 ans, puisque nous avons eu une délégation conduite par Charles Josselin, qui s'est rendu en Pologne pour fêter cet anniversaire. Moi, j'y étais il y a de cela quelques mois, un moment important, et vous dire, Monsieur le Maréchal et les membres de votre délégation, les membres de votre Assemblée, nous sommes convaincus que notre engagement d'hier était un bon engagement.
et que malgré les vicissitudes et les difficultés, il faut qu'on continue à travailler ensemble. Nous sommes attachés à cette coopération entre la Warming-Mazurie et les Côtes-d'Armor, et nous voulons vivre avec vous en bonne harmonie, et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui, dans ce moment opportun, un peu officiel, et c'est normal, c'est notre fonction, eh bien, très heureux de vous accueillir pendant ces quelques heures dans le département. Vous êtes les bienvenus, vous êtes des Costarmoricains, et je vous remercie très chaleureusement d'être ici, et vous allez vous exprimer devant chacun de nos pairs, et nous sommes extrêmement attentifs au message que vous allez nous délivrer. Monsieur le Maréchal, vous avez la parole. Szanowny Panie Przewodniczący, drogi Monsieur le przyjacielu, Président, szanowni mon cher ami, Państwo członkowie Mesdames et Messieurs, Conseil chers Général, membres de cette drodzy goście, illustre assemblée, chers invités, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tej przepięknej krainy, która wita nas zawsze dobrą pogodą, bo słyszałem, że tutaj we Francji ostatnio nie było za wesoło z pogodą, ale dzisiaj mamy piękne le słońce. temps nous a joué un détour, mais aujourd'hui, le temps est ensoleillé. Rzeczywiście Je m'en réjouis, nous nous en réjouissons. znam różne regiony Francji i różne Pas regiony mal de Europy, régions en France ou en Europe. ale kiedy tylko przyjeżdżam tutaj, to moje serce od razu zaczyna bić szybciej, bić Commence à żwawiej. battre plus vite. Wiem, że spotkam zawsze tutaj Je sais que wiernych je przyjaciół. rencontrerai toujours mes fidèles amis. Szanowni Państwo, nasza współpraca Mesdames et jest messieurs, notre wyjątkowa. coopération a quelque chose d'exceptionnel. Zaczynała się w czasach, kiedy w Polsce jeszcze nie funkcjonowała należycie demokracja, kiedy nie funkcjonowała samorządność, kiedy próbowaliśmy to wszystko budować. Nous tentions de construire tout Braliśmy, oczywiście spoglądaliśmy na kraje Unii Europejskiej, na zachodnie kraje Europy, chcąc regarder vers l'Europe de l'Ouest. czerpać jak najlepsze wzory w budowaniu demokracji, w budowaniu samorządności, Démocratie. w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Notre société citoyenne. I w tym właśnie trudnym czasie taką pomocną dłoń wyciągnęliście do nas Państwo. Vous avez tendu une main secourable. I przez te 15 lat możemy poszczycić się naprawdę wieloma osiągnięciami w naszej współpracy bilateralnej. C'est notre coopération bilatérale. Przez te 15 lat mogliście obserwować, 15 dernières années, jak zmienia się Polska i jak zmienia się województwo warmińsko-mazurskie. à cause de notre région de Warming-Mazurie. Mogliście nie tylko obserwować, ale wpływać na to, jak zmienia się nasz region. Tout en influençant ces changements de notre région. Kolejnym takim bardzo ważnym etapem, kolejną datą był rok 2004, kiedy dołączyliśmy do Wspólnoty Europejskiej. Importante, l'année où nous avons rejoint l'Union européenne. W tym momencie tym bardziej Wasze doświadczenia, Wasza pomoc była nam potrzebna. Votre soutien nous a été plus que nécessaire. Okazało się, że z dnia na dzień znaleźliśmy się w nowych strukturach. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés dans de nouvelles. Przed nami stanęły nowe wyzwania Nous avons eu de nouveaux défis devant nous. i potrzebowaliśmy szerokiego wsparcia, Nous avions besoin d'un soutien très large. wymiany doświadczeń, Nous avons dû échanger nos expériences avec vous po to, żeby jak najlepiej wykorzystać tą szansę, która przed nami pour stanęła. pouvoir utiliser au mieux la chance qui s'est présentée à nous. Dzisiaj możemy powiedzieć, Aujourd'hui, nous pouvons affirmer że Polska nie zmarnowała tych lat. n'a pas gâché toutes ces années. Możemy cieszyć się tym, że modernizujemy nasz kraj i nasz region. De la modernisation de notre pays et de notre région. Możemy cieszyć się z pomocy finansowej również Unii Europejskiej. Des aides financières venant de l'Union européenne. I muszę powiedzieć, że z pełną stanowczością, że część tych osiągnięć i część tego sukcesu należy również do Was. est imputable à vous. Dzisiaj
Przyjeżdżając tutaj zobaczyliśmy pewną grupę ludzi, która demonstrowała swoje niezadowolenie z pewnych sytuacji. I rozmawialiśmy tu wcześniej w kuluarach, że jest to absolutnie normalna sytuacja. Żyjemy w wolnej Europie, żyjemy w czasach, kiedy obywatele, mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie, również protestując czy strajkując. Proszę mi wierzyć, że dla nas Polaków to było bardzo ważne. Dzisiaj myślę, że wspólnie musimy edukować, mamy obowiązki edukacyjne wobec społeczeństwa. Musimy cały czas utrzymywać więź ze społeczeństwem, ażeby nasi mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że kryzys ekonomiczny, kryzys finansowy dotyczy nas wszystkich. I że tak jak w gospodarstwie domowym można wydać tylko taką kwotę, jaką się w danym miesiącu zarobiło. I że wydawanie środków powyżej tego, co się zarabia, prowadzi do katastrofy. To wymaga głębokiego dialogu i wymaga olbrzymiej uczciwości i otwartości od administracji publicznej. Myślę, że zwłaszcza okres kryzysowy nauczył nas jako władze publiczne, że tak właśnie ma być. Szanowni Państwo, umówiliśmy się z panem przewodniczącym, z moim serdecznym przyjacielem, że dzisiaj skieruję do Państwa parę słów na temat Partnerstwa Wschodniego. Idei, która od 2008 roku jest zaszczepiana w Europie przez szczególnie dwa państwa inicjujące to Partnerstwo Wschodnie, a mianowicie Polskę i Szwecję. Dla naszego regionu, który leży na wschodzie Europy, który ma 200 kilometrów granicy Unii Europejskiej, granicy z Rosją, z Federacją Rosyjską. Stosunki z naszymi partnerami w Europie Wschodniej są szczególnie ważne i istotne. Uważamy, że dla całej Europy poszerzanie strefy krajów, w których będzie demokracja, będzie samorządność, wolności obywatelskie, wolność słowa, społeczeństwo obywatelskie, że dla całej Europy będzie stanowiło to poszerzenie strefy bezpieczeństwa, że dla całej Europy jest to sprawa bezpieczeństwa i sprawa bezpieczeństwa również ekonomicznego. Uważam, że jeżeli nie będziemy się otwierać na te kraje, a mówię tutaj szczególnie o 6 krajach objętych Partnerstwem Wschodnim, a mianowicie Białoruś, Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. Jeżeli tym krajom nie pokażemy perspektywy zbliżenia do Unii Europejskiej, nawet jeżeli ta perspektywa będzie daleka, jeżeli będzie dalekim światłem w tunelu, to te kraje będą szukały swoich sposobów na rozwój,
będą szukały innych sojuszników, innych partnerów i będą czerpały inne wzorce. Sami Państwo wiecie, że sytuacja geopolityczna tych krajów, które wymieniłem, jest po pierwsze bardzo różna, a po drugie bardzo trudna. Rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w tych krajach jest również bardzo różne. Ale łączy je jedna idea, a mianowicie idea chęci integracji z Europą i chęć respektowania warunków, jakie stawia Wspólnota Europejska, a które są niezbędne, żeby uzyskać status członka Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, jestem od wielu lat członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Jestem członkiem komisji, która zajmuje się właśnie stosunkami zewnętrznymi, sprawami ewentualnego rozszerzenia. Przygotowywałem dla Komitetu Regionów dwie opinie. Jedną o polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej, a drugą o postępach Gruzji na drodze do demokracji, samorządności, poszanowania praw człowieka. Obserwuję bardzo wnikliwie to, co się dzieje w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego i utwierdza mnie to w przekonaniu, że społeczeństwa tych krajów, podkreślam słowo społeczeństwa tych krajów, są zdeterminowane do tego, ażeby szanować i respektować te wszystkie idee, które są ważne dla Unii Europejskiej. Niestety rządy tych krajów niekoniecznie postępują tak, jak życzyłyby sobie społeczeństwa. Więc wielokrotnie powtarzałem w Brukseli i powtórzę tutaj, że maksyma, którą stosuje Unia Europejska, Komisja Europejska w stosunku do tych krajów, a więc więcej za więcej. Więc czym więcej demokracji, czym więcej poszanowania prawa człowieka, tym więcej również profitów, które będą płynęły z Unii Europejskiej. Powinna dotyczyć rządów narodowych, natomiast nie powinna dotyczyć społeczeństwa, nie powinna dotyczyć władz lokalnych, nie powinna dotyczyć organizacji pozarządowych. My jako Europejczycy powinniśmy bezwzględnie popierać społeczeństwa tych 6 krajów na drodze do Unii Europejskiej. I tutaj olbrzymia rola samorządów, olbrzymia rola władz lokalnych. Myślę, że bez zaangażowania naszego dalsza integracja tych właśnie krajów nie będzie absolutnie możliwa. Chcę przekonać Państwa do tego, że integracja tych krajów, postępy w budowaniu demokracji są ważne dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy mieszkają na wschodzie, na zachodzie czy na południu Europy. Tak samo jak dla nas w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, ważne są postępy demokracji na przykład w Afryce Północnej.
bo my również rozumiemy, że nasze wspólne bezpieczeństwo Sécurité commune to również poszerzanie strefy demokratycznej, strefy poszanowania praw człowieka w Afryce Północnej, czy też w innych częściach, czy też na innych kontynentach graniczących z Unią Europejską. I będziemy jako Polacy wspierać wszelkie inicjatywy nous allons soutenir toute initiative éventuelle en la matière. i już wspieramy i włączamy się sami do wszystkich inicjatyw, Nous associons déjà à toutes które będą budowały demokrację w takich krajach jak Tunezja, Libia, Egipt, czy też inne regiony Afryki. d'autres régions de l'Afrique. Uważam, że ta odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich, zarówno za politykę wschodnią, jak i politykę skierowaną do południowych krajów Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękując za to, co przez te 15 lat zrobiliście dla postępów demokracji, samorządności, budowania społeczeństwa obywatelskiego w moim regionie. Dzisiaj, kiedy możemy się cieszyć sukcesami zarówno w Côte d'Armor i w województwie warmińsko-mazurskim, apeluję o to, żebyśmy wspólnie skierowali swój wzrok na wschód, na południe i spróbowali pomóc tym narodom, tym krajom, które naszej wspólnej pomocy oczekują. Korzystając ze swojej obecności, chciałbym również złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mieszkańców regionu Côte d'Armor. Bardzo się cieszę, że nasza współpraca rozwija się na bardzo różnych płaszczyznach. I gdybym dzisiaj miał określić, ilu mieszkańców Warmii i Mazur, czy też ilu mieszkańców Côte d'Armor jest objętych tą współpracą, ile przyjaźni zostało nawiązanych, to byłaby to na pewno bardzo imponująca liczba. Za to bardzo serdecznie dziękuję i deklaruję dalszą chęć rozwijania tej współpracy i podtrzymywania przyjaźni między naszymi regionami. Bien, merci, Monsieur le Maréchal, pour votre allocution. Nous allons, mes chers collègues, suspendre nos travaux, de nouveau pour aller au déjeuner. Il est 12h52 et je vous propose que nous nous retrouvions ici même à 14h15. 30, allez, 30. Mais 14h30 précise. Merci à vous et bon déjeuner.